Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de débuter notre séance commune du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale pour la présentation du budget 2025 du CPS que nous voterons lors de la séance du Conseil communal qui débutera normalement vers 19h30. Et je vais céder tout de suite la parole à Muriel Van Petersen, la présidente du CPS, pour vous en faire la présentation. Je t'en prie. Merci, bonsoir à tous. Alors, d'abord, je voulais remercier les conseillers du CPS, le collège communal et les conseillers communaux, ainsi que le personnel du CPAS. Alors, pour notre budget, voilà, on fonctionne selon certains principes. Donc, je vais ici vous les rappeler. Donc, on souhaite vraiment travailler dans une transparence complète avec la commune. On a la volonté également d'avoir une estimation au plus proche de la réalité. Et vous le verrez ici, nous avons un taux d'utilisation par rapport au budget initial qui est de 91%, alors que la moyenne se situe dans les 80%. On veille à avoir une utilisation optimale de notre fonds de réserve ordinaire et nous adaptons de manière permanente en fonction des réels besoins et des recettes réelles. Et donc ça, c'est ce qui constitue le rôle des modifications budgétaires que nous réalisons 2 fois sur l'année. Alors, notre contexte de travail, il faut le dire, il faut le constater, après une forte diminution du nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration, on constate malheureusement depuis janvier 2023 une légère croissance et en tout cas elle est plus légère chez nous que dans d'autres CPS, ce qui est, on va le dire, une bonne chose. Alors, la sociologie des bénéficiaires évolue défavorablement pour le CPS, et je le pointais déjà l'année passée. Il faut savoir qu'on a plus de familles, et donc forcément un revenu d'intégration qui est plus important, et moins de personnes isolées ou cohabitantes. Nous avons également à Ecosyn une lente précarisation de la population. Les dossiers sociaux, je l'ai déjà dit également l'année passée, sont de plus en plus complexes et cela engendre une nécessaire connaissance juridique plus importante de la part des agents. Les petits salaires ne permettent plus une vie conforme à la dignité humaine et donc forcément les CPS sont de plus en plus sollicités pour des compléments, donc des compléments à des revenus pour des personnes donc, qui ont d'autres revenus que ceux du CPS. Nous avons également, et c'est toujours le cas, beaucoup de personnes précaires qui emménagent à Ecosyn. Alors, les pouvoirs locaux, de manière générale, c'est-à-dire les CPS, les communes, les provinces, sont en grande difficulté financière et malheureusement, on doit constater que cela s'empire avec les années. Alors, les gouvernements promettaient une neutralité budgétaire, mais c'est malheureusement loin d'être le cas. Alors, nous avons également, et ça, il faut prendre en compte également dans le contexte du travail, dans le quotidien des agents, une grande difficulté à entrer en contact avec les autres organismes de sécurité sociale. Et donc, les échanges sont compliqués. Avoir un retour, c'est parfois compliqué. Et donc, on a parfois, effectivement, peu de réponses, malheureusement, quand on veut formuler des demandes pour faire évoluer les dossiers. Alors on le voit ici sur un graphique, l'évolution sociale dans la commune, on le voit, le nombre du revenu d'intégration est en légère augmentation à Ecosyn, donc c'est la courbe rouge, mais on le voit pour le Hainaut en vert, la région wallonne en bleu et la Belgique de manière générale en mauve. Le graphique est bien plus au-dessus de ce que l'on connaît en tout cas dans la commune.
Alors le point 6, enfin, le suivant point, ça concerne l'origine des demandes du CPS. Donc c'est vrai qu'on met toujours en avant effectivement qui vient demander de l'aide auprès du CPS. Mais on le voit, en grosse majorité, ce sont toujours les personnes qui emménagent à Écosine et donc qui, suite à un déménagement, viennent faire appel au CPS. Des personnes qui sont en manque de ressources de manière générale, des jeunes qui atteignent la majorité et donc de plus en plus de jeunes qui atteignent les 18 ans, les ruptures familiales, les avances sur allocation de chômage, le réoctroi suite à une précédente collaboration, etc., etc. Et donc vous voyez ici effectivement l'origine des demandes du CPS et vous voyez que la plus petite barre concerne l'exclusion de l'ONEM, mais on va le voir après, ça risque malheureusement de changer dans les années à venir. Je vais maintenant céder la parole à Riccardo Carenti, notre directeur général, qui va vous parler du budget. Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous. Alors le budget, c'est un acte politique d'abord, et vous allez retrouver dans le budget l'ensemble des dépenses et des recettes du CPS. C'est aussi un acte prévisionnel, et dans ce sens, il y a certaines choses qui sont difficiles à prévoir totalement. Je peux vous donner un exemple. On sait exactement aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration. Personne ne saurait vous dire quel sera le nombre d'ici 4-5 mois. Et pire encore, dans 10 mois, vous savez qu'il va y avoir une réforme des allocations de chômage. Elles vont amener au CPS un nombre considérable de bénéficiaires en plus. Alors, il est important dans un budget de voir à la fois l'évolution des dépenses et l'évolution des recettes. Quand on fait le calcul de l'un et de l'autre, on voit que cette année, il y a malheureusement un déficit de 234 000 €. Ça n'est pas inhabituel, c'est très rare d'ailleurs qu'il y ait une stabilité pure dans le budget. Donc, l'année passée, c'était assez minime, mais si on reprend 2020 par exemple, on était à 456 000 de déficit. Donc ce n'est pas extraordinaire d'avoir un déficit comme on l'a. Ce qui se passe quand on a un déficit, c'est qu'on va aller chercher dans nos réserves le montant pour, à l'initiale, pouvoir trouver l'équilibre. C'est ce qu'on a fait cette année, ce qui veut dire qu'on a un équilibre dans notre budget. Alors, j'espère que c'est ça, oui. D'une part, on a les recettes. Vous voyez que l'évolution est, on va dire, positive. Maintenant, c'est trompeur de regarder uniquement les recettes. Elles sont effectivement positives, mais il faut le regarder en comparaison avec les dépenses. Et là aussi, on va voir que les dépenses sont, façon de dire, positives, mais en fait, c'est négatif, évidemment. Alors ici, l'évolution, on a en courbe du dessus les transferts, en courbe du dessous les prestations. Vous voyez que les transferts augmentent assez fort, tandis que les prestations relativement peu. Les prestations, c'est l'offre de services que l'on fait en échange d'une contribution financière. Malheureusement, on va vers des personnes qui n'ont pas des moyens financiers exorbitants et donc on leur demande très peu de moyens. Par contre, les transferts, c'est tout ce qui nous vient de subsides, à la fois du fédéral, du régional, etc. Et là, on voit l'évolution qui est assez favorable. Toutefois, il faut la mettre en parallèle avec l'évolution des dépenses. Les dépenses, depuis 2002, on voit qu'il y a une augmentation forcément sans cesse croissante, puisque nous intervenons de plus en plus, pas nécessairement en revenu d'intégration. Vous avez vu que la courbe a tendance à légèrement descendre, mais en aide sociale, par exemple, elle continue à croître. Donc l'évolution est assez constante. Et je vous l'ai dit, il va y avoir, en tout cas tous les partis qui feront partie de l'Arizona se sont déclarés en faveur d'une réforme des allocations de chômage, réforme qui aura lieu donc, et selon les estimations des universités, la réforme entraînera dans les CPS, d'une manière globale, une croissance de 30% de leurs dépenses en revenu d'intégration. Chez nous, ça voudrait dire entre 115 et 150 000 € d'augmentation, rien que pour le poste revenu d'intégration, tout en sachant que les personnes qui viennent en revenu d'intégration
très souvent, demandent également des aides sociales autres. Donc c'est quelque chose qui va nous arriver. Et Muriel l'a dit tout à l'heure, contrairement aux promesses des gouvernements, au pluriel, on n'est pas dans une neutralité budgétaire, au contraire, à savoir que lorsque l'on donne 100 € à un bénéficiaire de revenu d'intégration, le fédéral nous donne 55% de subsides et donc 45% sont vraiment à notre charge. C'est assez énorme quand on fait l'ensemble. Les dépenses du personnel, elles sont souvent pointées du doigt. Alors je ne sais pas pourquoi, il y a un bâtonnet qui manque, c'est celui de 2025. Le bâtonnet est en croissance, donc on a une augmentation des dépenses de personnel qui augmente. Pourquoi? Pour différentes raisons. D'abord, il y a des nouveaux projets. Il ne faut pas prendre que la dépense. À titre d'exemple, on a à la maison de repos une augmentation assez sensible des dépenses de personnel, mais qui sont subsidiées à 100%. Donc la dépense augmente, mais si vous allez voir dans la recette, vous allez voir un équivalent. Et puis on a eu des indexations. Il faut savoir que quand on a une indexation en 2021, elle ne touche pas que 2021, elle se reporte d'année en année, évidemment. Et comme on en a eu plusieurs, l'augmentation est assez conséquente. Et puis aussi, pour en revenir à nouveau à la neutralité budgétaire qui a été promise par les gouvernements, les subsides, d'une manière générale, ne sont rarement indexés. Donc, par exemple, les Maribel ne sont jamais indexés. Donc, ce qu'on recevait en 2023, on le reçoit en 2024, on le recevra en 2025. Une autre façon de présenter la dépense de personnel, c'est de la présenter de manière relative, c'est-à-dire relative à l'ensemble des dépenses que l'on a au sein du CPS. Vous voyez que c'est assez inégal. Et ça dépend du nombre de projets que l'on fait, du type de personnel que l'on a d'une année sur l'autre. Et donc, en fonction, on a une évolution totalement instable. Il me semblait très important, et je le fais chaque année, de rappeler les avantages financiers que l'on octroie au personnel du CPS, mais également de la commune. Et ça, c'est valable donc pour tous les deux. On a un nombre de congés supérieur à Écosine par rapport à la moyenne générale des CPS alentours ou des communes alentours. On a aussi toute une série d'avantages comme les repas. Tout cela nous apporte un coût qui est assumé par le politique, et donc c'est un avantage certain pour le CPS. Le coût pour le CPS, et uniquement le CPS, c'est 369 000 € sur l'année. Au niveau de la commune, c'est au moins l'équivalent, mais sûrement un peu plus, puisqu'il y a, si je ne me trompe pas, un petit peu plus de personnel au niveau de la commune. Il faut savoir aussi que lorsque l'on octroie une dispense d'heures de service pour le personnel, à chaque heure au sein du CPS, à chaque heure de dispense, c'est 1 999 € de dépenses en plus. Donc ça fait augmenter évidemment toutes nos dépenses de personnel. Pour les recettes, il y a une recette dont on parle souvent, mais qui est, on va dire, relativement faible, c'est le Fonds spécial de l'aide sociale. Pourquoi relativement faible? Parce que je pense qu'on est à 167 000 € sur l'année. Or, c'est une dépense qui est censée compenser les efforts que font les CPS dans les matières telles que la médiation de dette, l'insertion professionnelle, etc., qui devraient compenser ce que les CPS font comme effort. On en est évidemment très très loin, et s'il est vrai qu'il y a une augmentation globale de l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale, cette augmentation ne profite jamais au CPS d'Écosine, puisqu'il y a effectivement une augmentation globale, mais la catégorie de CPS dans laquelle nous sommes, CPS moyen on va dire, eh bien, ne reçoit pas une enveloppe supérieure. Donc depuis 5 ans, on a une stabilité dans la recette du fonds spécial. La dotation communale, alors la dotation communale, on peut l'avoir de deux manières, un absolu si vous voulez, et là il y a une augmentation croissante d'année en année, et puis ici ce que je vous montre c'est la part relative par rapport à la dépense globale du CPS, et là vous voyez c'est fluctuant, mais ces dernières années on a eu une augmentation et puis une légère diminution par rapport à l'enveloppe totale. Alors concernant le budget, qu'est-ce que l'on peut dire ?
Le différentiel entre la recette et la dépense, je l'ai dit, est 234 000 à l'initiale, mais par la technique budgétaire que l'on utilise, on arrive à l'équilibre, sans demander à l'initiale à la commune d'intervenir davantage. Nous conservons un fonds de réserve, c'est-à-dire que nous avons un matelas financier. Il est évident que l'année prochaine, à l'initiale, nous serons à nouveau en déficit. Le matelas financier sert à retrouver l'équilibre sans venir demander à la commune des efforts supplémentaires. Nous avons un personnel très attentif aux deniers publics, et ça, nous sommes très fiers de pouvoir le dire haut et fort. On est très attentif aux dépenses que l'on fait. Alors, deniers publics dans l'ensemble, c'est-à-dire non seulement les deniers du CPS, les deniers de la commune également, mais nous avons un regard également sur les deniers d'une manière générale, qu'ils proviennent de la région ou du fédéral également. Enfin, je voudrais terminer en utilisant la part du public qui m'est donnée ici pour remercier grandement les membres du Conseil de l'action sociale, l'ensemble des membres, Muriel avant tout, parce qu'elle a été notre présidente pendant 6 ans et je pense qu'elle a fait un très bon boulot, mais aussi l'ensemble des conseillers, que ce soit la majorité ou l'opposition, parce que nous avons eu la chance au CPS d'avoir un conseil très dynamique et très actif, et je tiens à les remercier. Merci. Ah oui, c'est vrai, il y en a encore un. Voilà, je reprends la parole pour la conclusion. Merci à toi, Ricardo. Donc pour ce budget 2025, on peut dire que c'est un budget qui est solide, qui offre des marges de manœuvre au CPS tout en insistant sur un contrôle des dépenses. Il est vrai et on doit rester attentif. Il faut être vigilant à l'avenir et à ce qui va arriver à l'avenir au CPS. La sociologie de la population évolue. Elle évolue à Ecosyn, elle évolue partout et cela aura de plus en plus des conséquences également sur le budget du CPS. Le public change et il faut pouvoir s'adapter. La croissance des revenus d'intégration est de nouveau présente, même si elle est maîtrisée relativement par rapport aux autres CPS, elle est là. La croissance des aides sociales, elle, est malheureusement en hausse. Nous pouvons craindre une évolution importante dans les 2 ou 3 années à venir. On sait que la réforme des allocations de chômage va entraîner un nombre considérable de nouveaux bénéficiaires, Ricardo le disait, c'est-à-dire des coûts pour le CPS et évidemment pour la commune. Le public du CPS est de plus en plus éloigné de l'emploi, donc on a de plus en plus difficile à mettre les gens directement à l'emploi, ce qui nécessite moins de sorties du CPS, donc les gens ne peuvent pas en tout cas bénéficier d'autres revenus que ceux du CPS, et ça demande effectivement plus de travail au niveau de l'insertion sociale et de notre service d'insertion sociale. En effet, et donc ça fait partie effectivement des difficultés. Nous rencontrons de plus en plus au sein de nos bénéficiaires des problèmes psychologiques, voire psychiatriques même, ainsi que des problèmes de dépendance. Il y a encore beaucoup trop souvent une confusion également entre logements de transit ou d'urgence et logements sociaux. Et donc, il y a pas mal de personnes, comme on a beaucoup de logements de transit à Ecosyn comparativement à d'autres communes, pas mal de personnes qui arrivent encore sur le territoire en se disant « je vais avoir un logement de transit », ce qui va m'ouvrir la porte au logement social, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Et donc, ça amène également des personnes à Ecosyn qui ont cet objectif-là. Donc voilà, en conclusion, je pense que je confie à mon successeur un beau budget pour l'année 2025, mais qui aura beaucoup de travail pour le CPS et ses agents. Et voilà, merci à tous en tout cas pour ces années passées. J'ai déjà remercié les conseillers du CPS, j'ai déjà eu l'occasion de leur faire mes remerciements, mais je les réitère ce soir. Merci à tous pour votre attention. Merci Muriel et merci Ricardo pour la présentation de ce budget. Alors j'ai manqué à tous mes devoirs tout à l'heure un peu dans la précipitation, je m'en excuse et j'ai oublié d'excuser les absences de Nathalie Decamp, Vincent Dirix, Dominique Feignard, Charles Corbizier, Valène de Préter pour le conseil communal et de Francis Vanhoove pour le conseil de l'action sociale. Voilà qui est fait. Je vous cède la parole. Le vote aura donc lieu
lors de la séance juste après à 19h30. Sébastien. Oui, donc dans le budget de cette année-ci, vous aviez intégré des travaux pour la rénovation du bâtiment du CPS à la place des martyrs. Il y avait une promesse de subside, mais il me revient que vous risquiez de perdre le subside puisqu'il y a une entreprise qui a soumissionné et qui visiblement, il y a toute une série de soucis, le temps de relancer la procédure et on ne sera plus dans les délais. Alors on arrive avec un projet qui n'est pas financé, on a fait des plans et on va très certainement perdre 900 000 € d'après ce qu'il me revient. Alors le personnel du CPS est visiblement très déçu parce qu'il y avait beaucoup d'attentes par rapport à ces travaux. Ils espéraient travailler dans de meilleures conditions et quel cadeau pour la future mandature. Alors oui, en soi, on ne perd pas ce montant, c'est ce qu'on ne va pas le recevoir, ça c'est certain. Ce qu'il faut savoir, c'est que le subside ne pouvait être attribué au CPS que si les travaux étaient faits dans un délai d'1 an et demi grand maximum. Et donc le temps de réaliser les plans, etc., et de lancer le cahier des charges, on était très très limité par le temps et l'entreprise qui allait devoir assumer le travail avait voilà, une année pour pouvoir réaliser les travaux. Et donc malheureusement, effectivement, on n'a pas eu d'entreprise qui a pu répondre à l'offre. Et donc on a eu une entreprise qui s'est proposée, mais malheureusement, elle ne remplissait pas les conditions du cahier des charges. Et donc effectivement, les travaux ne pourront pas avoir lieu, en tout cas pas comme prévu, pas dans le délai qu'on avait prévu initialement. Il faudra effectivement revoir. Les plans ne sont pas perdus, ils sont faits, ils sont là. Il y avait une possibilité de séquençage des travaux et donc il faudra peut-être revoir les choses, revoir le projet de manière différente. Effectivement, c'est dommage, mais on est tributaire d'un délai qui était malheureusement trop court que pour pouvoir avoir des entreprises avec les épaules suffisamment solides que pour pouvoir assumer ça. Vous pensez que le projet tel qu'il est-ce qu'il est finançable sur fonds propres par le CPS et donc on a quand même dû payer des frais pour les plans, les analyses. C'est pour ça que j'indique que le projet tel quel n'est pas finançable par le CPS, mais il y avait un séquençage possible prévu par la société YTEC et donc ça pourrait en tout cas être une piste de réflexion pour éventuellement faire une partie des travaux, mais pas l'ensemble. Ok. Alors deuxième question, est-ce que vous avez prévu une indexation de la dotation communale dans le budget du CPS ? Chaque année, une indexation de 2% est prévue. Parce que donc vous prévoyez une indexation de la dotation communale alors que le budget communal n'a pas été voté et quelque part c'est prendre pour acquis un financement qui n'est pas acquis et qui ne tient pas compte des contraintes budgétaires de la commune. Aux premières estimations qui doivent encore être affinées, il y a plus d'1 million à trouver pour avoir un budget communal en équilibre. Et donc ici, vous annoncez des recettes qui ne sont pas si sûres que ça. C'est un accord qui a été pris politiquement avec la commune. Et donc oui, les choses se font peut-être dans le mauvais sens selon vous, mais en tout cas, c'est prévu comme tel. Et donc nous, au CPS, on fonctionne avec cet accord qui est pris depuis quelques années maintenant. Oui, mais bon, ici, il y a un changement de majorité, donc le budget du CPS, pour ces raisons, n'est pas réaliste. Vu qu'on annonce des recettes qui ne sont pas sûres d'être présentes dans le budget 2025. Alors, l'administration, comment est-ce qu'elle fonctionne ? Elle fait une concertation avec la commune. La concertation nous dit qu'on a une dotation de 2% en plus. Nous, on la note. Donc, notre travail, il est bien fait. Après, politiquement, comment ça se passe, ça... C'est plus mon problème. Parce qu'on a eu une réunion cette semaine avec le directeur financier. On a pu un peu se rendre compte des difficultés que va rencontrer la commune d'Écossines en 2025. Et donc, je pense qu'il y a... Pierre peut en parler aussi. On a quand même certaines inquiétudes par rapport à ça. On a certaines inquiétudes par rapport aux besoins du CPS et à l'avenir des bénéficiaires du CPS. Et donc, je pense qu'il faut aussi assurer la manne financière du CPS pour toutes les personnes qui vont en avoir besoin dans les années à venir. Arnaud ? Merci Xavier. Je n'avais pas prévu de commencer par ça, mais je tiens quand même à dire que je suis un peu surpris et un peu abasourdi des propos que j'entends dans le chef de
M. Deschamps ici pour un dernier conseil commun de l'action sociale de la mandature. Oui, vos prédécesseurs ont travaillé pour vous laisser un budget ficelé qui vous trace en tout cas un avenir soutenable pour le CPS et en tout cas la capacité de mener des projets que bien sûr vous pourrez adapter en fonction de votre vision politique, mais je crois que vous pouvez quand même saluer le travail qui est fait ici par les équipes et par la présidente sortante pour vous laisser une institution entre de bonnes mains, avec, en bonne voie de fonctionnement, avec un budget qui est présenté et qui, s'il ne vous convient pas, effectivement, vous le modifierez en conséquence. Faire le reproche du projet que le projet de rénovation des bâtiments ne soit pas mené à son terme, je trouve aussi que c'est un petit peu limite. La présidente et ses équipes ont travaillé pour offrir une meilleure capacité d'accueil dans les bâtiments. Je pense que c'est quand même hyper important d'avoir un CPS qui soit accessible, avec des normes PMR respectées, de pouvoir, en tant qu'usager, pouvoir se présenter dans des bâtiments qui répondent aux normes d'accessibilité pour les bénéficiaires, eux aussi avoir accès à des bâtiments de qualité. Et donc ça, c'est quand même un travail qui a été mené par les équipes du CPS en collaboration avec celles de la commune, et que je pense qu'il est quand même de bon ton de pouvoir souligner toute une partie du travail qui vous est laissé en de bonnes mains. Et moi, je suis un peu surpris et un petit peu atterré que, suite à la présentation qui a été faite par le directeur général, eh bien, visiblement, la volonté, ce soit de mettre un coup de rabot dans l'aide sociale et dans l'aide aux plus fragiles. En tout cas, moi, ce n'est pas ma vision et pas celle que je porte par rapport au soutien aux plus fragiles. Ceci étant dit, voilà, moi je voulais vraiment remercier les équipes, Ricardo, Muriel en tant que présidente pour tout le travail qu'elle a réalisé pendant ces années. C'est un moment important, le budget. Et moi, ce que je voulais souligner aussi, c'est l'ambition qui a été mise, avec de mon regard extérieur de conseiller communal, sur l'aide sociale et l'action sociale. Bien sûr, de ne pas laisser les plus fragiles sur le côté. Je crois que ça a été un moteur de votre action, et de faire de l'action sociale un vecteur d'émancipation. Moi, c'est ce que j'ai senti dans votre action. Bien sûr, il y a dans le fait de prendre soin des personnes, le besoin de répondre à certains besoins de première nécessité, mais pour moi, vous avez été beaucoup plus loin que ça. Vous avez vu cette manière de prendre soin aux personnes sous un prisme de différentes composantes qui permet qu'une personne arrive à s'émanciper. Je pense à tout le travail que vous avez mené sur la recherche d'emploi, notamment, qui, on sait à quel point c'est fondamental dans la vie d'une personne, de pouvoir développer son esprit critique, même parfois en tant que jeune, avec le projet Univers Ciné, Univers Écocine, voilà, c'est ça, que vous avez mené, sur lequel j'ai pu encore voir des belles réalisations, notamment en collaboration avec la Maison des Jeunes. Tout le travail sur le logement que vous avez mené avec la création de nouveaux logements de transit, c'est quand même quelque chose d'important, 5 logements de transit supplémentaires au sein de l'espace Philomène, le travail sur un cadre de vie de qualité, le travail sur la démocratie aussi. J'avais eu écho de ces projets que vous avez menés au sein de la maison de repos mais pour plus de démocratie entre les résidents, qui soient vraiment acteurs de leur lieu de vie. Et puis, je comptais le citer, mais ce travail que vous avez mené aussi pour accueillir les bénéficiaires dans des locaux de qualité, ça, je pense que c'est quelque chose qui doit aboutir et qui est vraiment important. Aussi des projets novateurs sur lesquels, modestement, on a pu contribuer un petit peu avec le service environnement, mais pour faire aussi du CPS un vecteur de santé. On sait que c'est important, et donc notamment de pouvoir bénéficier de repas locaux et sains. Et ça, je crois que c'est vraiment parmi un des projets les plus abouti, je pense, en Wallonie, d'avoir des cuisines qui fonctionnent avec des producteurs locaux et un maraîchage du CPS avec des travailleurs en réinsertion. Et donc, voilà, j'espère que tous ces beaux projets qui ont été tracés pendant les 6 années précédentes vont pouvoir continuer de se déployer au bénéfice de tous les habitants et de tous ceux qui en ont besoin. Merci Arnaud. Romain ? Oui, donc merci pour la présentation, un exercice qui n'est pas toujours facile. Je pense qu'on va s'en apercevoir de notre côté aussi.
Moi, j'ai des questions un peu plus techniques par rapport à l'aide sociale, notamment aussi aux revenus d'intégration sociaux. Qu'en est-il de l'aide en termes d'énergie, donc au niveau du fonds énergie, au niveau du tirage de la SWDE? Donc, y a-t-il aussi une augmentation de ce genre d'aide? On a parlé que les revenus d'intégration sociaux des familles étaient en augmentation, que c'était en tout cas le profil principal. Qu'en est-il de l'aide alimentaire par les chèques alimentaires aussi à ce moment-là et de la fréquentation de l'épicerie sociale? Est-ce que ça peut être des sources qui peuvent être encore, on va dire, plus développées? Aussi en termes de réinsertion sociale, qu'en est-il des personnes remises au travail via l'article 60? Donc y a-t-il une augmentation de ce genre de contrat? Et aussi, quel est le taux réel? Autrement dit, je m'explique, c'est quel est le taux réel des articles 60 réellement réintégrés sur le chemin du travail. Donc, une fois qu'ils ont réouvert leurs droits aux allocations de chômage, est-ce que les employeurs qui les ont, entre guillemets, eu à disposition, les engagent réellement ou pas? Merci. Alors, attends, j'essaye de, de reprendre. Mais par rapport pour le dernier point, en tout cas, non, ils ne peuvent pas être réengagés par les employeurs chez qui sont en article 60, c'est ça que tu veux dire? Il n'y a pas, je sais pas si Ricardo a des chiffres, parce que ça c'est le truc de Ricardo. Pour ce point-là, on va dire en région wallonne, la généralité c'est 42%. Nous on est un peu au-delà, on approche quand même les 50%. Donc on fait mieux que la majorité ou que la moyenne si on veut. On a par contre beaucoup moins d'articles 60 ou de personnes qui pressent des articles 60 que les années précédentes, donc ça le chiffre est en baisse et ça s'explique par le fait que, comme je disais tout à l'heure, les personnes sont de moins en moins proches de l'emploi, donc elles sont de moins en moins aptes à travailler quand elles arrivent formuler une demande au CPS et donc ça demande tout un travail derrière parce que si on les met directement au travail, on va les mettre en échec. Le but c'est pas de mettre les gens en échec, c'est justement de faire en sorte de résoudre ou en tout cas de mettre des pansements sur toutes les difficultés qu'ils vivent pour pouvoir après être aptes au travail, pour pouvoir travailler. Je prends l'exemple, c'est l'exemple bateau, les femmes seules avec enfants, s'il n'y a pas de solution de garde pour les enfants, c'est pas les mettre au travail. Et ça c'est vraiment un exemple de base, hein. Il y a des problématiques multiples malheureusement au sein des différents foyers. Tu m'as parlé du fonds énergie. Alors tout ça est toujours une proportionnalité, plus on en donne, plus on en a, enfin c'est un calcul qui est fait. Alors malheureusement non, ils n'augmentent pas comme on souhaiterait qu'ils augmentent, mais ils sont là et on les utilise. Alors il faut savoir qu'on a toujours fonctionné sous le principe d'équité et donc notre manière de travailler avec l'ensemble du Conseil de l'action sociale, c'est de ne pas donner pour donner. C'est pas parce qu'il y a un fonds qu'on va faire en sorte de vider le fonds. Pour nous, en tout cas, pendant ces 10 dernières années, on s'est toujours dit que c'était de l'argent public et qu'il fallait pouvoir le distribuer de manière raisonnable et équitable. Et donc, oui, les gens qui sont dans le besoin en bénéficient, évidemment. On se sert évidemment de ces fonds, mais on ne va pas se dire « il reste 1000 € sur le fonds, il faut absolument qu'on le donne à quelqu'un ». Et on fonctionne vraiment, on essaye vraiment d'être les plus équitables quand on accorde les aides pour qu'il n'y ait pas justement une personne qui aurait eu plus en fonction d'une situation similaire. Voilà. Qu'est-ce que tu m'as demandé d'autre? Alors l'épicerie sociale, c'est un combat qu'on mène déjà depuis après Covid en fait. Après le Covid, donc il faut savoir que pendant la période du Covid, les personnes ont bénéficié de chèques qui pouvaient aller dépenser dans des grandes surfaces classiques. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'au retour de l'épicerie sociale, ils s'y sont moins présentés? Et donc, on essaye vraiment, maintenant depuis quelques temps, depuis quelques années, avec la Croix-Rouge, de mettre en place des solutions, des actions, des activités qui permettent vraiment de pouvoir réouvrir, en tout cas, faire en sorte que les personnes regagnent le chemin de l'épicerie parce que on ne parvient pas à répondre à la question pourquoi les gens n'y vont pas. Les cartes d'accès, on en donne à chaque comité spécial. Il y a des tas de personnes qui ont accès à l'épicerie, mais ils n'en poussent pas les portes, ils n'en profitent pas malheureusement. Et la diminution est vraiment forte depuis le Covid? Oui. Écoute, je ne saurais pas te donner les chiffres, mais ça dépend, c'est fluctuant, tu vois, d'une période à l'autre. Mais voilà, c'est vraiment, voilà, ça questionne. On a rédigé un petit questionnaire à l'attention des bénéficiaires. On a essayé de voir un petit peu creuser, mais on ne parvient pas à sortir, en tout cas, un élément qui fait que l'épicerie est moins fréquentée. Bernard?
Oui, une question assez simple pour Ricardo. Donc, tu nous as dit que pour combler le déficit de 234 000 euros, il fallait aller puiser dans les réserves. Donc, ma question est simple. Que restera-t-il dans les réserves après cela? Donc en réserve ordinaire, on a plus ou moins 1 million. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Muriel ou bien à Ricardo sur la présentation du budget? Mais si pas, moi je tiens vraiment à vous remercier et à remercier à travers vous l'ensemble des membres du Conseil de l'action sociale, mais aussi du personnel du CPS pour tout le travail qui a été accompli ces dernières années. Je pense que c'est quelque chose de remarquable à Ecosyn. Je pense que tout le monde dans le milieu de l'action sociale loue les qualités du CPS d'Ecosyn, que ce soit par le développement des services directs, parce que on a toute une série d'obligations légales qui sont décrétées, mais avec Ecosyn, on a fait le choix, vous avez fait le choix d'étendre ces services, d'étendre ces projets, de faire en sorte que on ne soit pas juste des numéros qui allons chercher de l'aide sociale, mais que les personnes aient vraiment un accompagnement, un suivi et une aide qui puisse répondre à leurs besoins, mais aussi à leurs envies parfois de développement personnel et voire professionnel quand vous arrivez à les réinsérer. C'est quelque chose qui est tout à fait admirable au sein de la commune d'Ecosyn. Je m'inquiète de ce que j'ai entendu ce soir, comme Arnaud. Hein, j'espère que le social ne sera pas la victime d'une austérité qui semble s'annoncer et que les projets qui ont été construits pourront se poursuivre dans le futur. Par rapport au projet de rénovation, oui, malheureusement, la société qui a répondu à l'appel d'offres ne remplissait pas les critères de marché public pour pouvoir attribuer ce marché, mais les plans sont faits, ce n'est pas de l'argent qui est gaspillé, qui est jeté par les fenêtres, c'est vraiment un projet qui a un sens pour le futur, pour les membres du personnel, mais aussi pour les bénéficiaires du CPS. Et donc les plans sont là, on le sait, et parfois on doit partir de rien, et c'est sans doute ce à quoi vous avez été confronté. C'est un projet dans lequel il fallait répondre rapidement, avec des échéances qui étaient fort proches, voire intenables pour des CPS qui n'avaient pas encore de projet lancé. Maintenant, il y a des plans qui sont là, et donc s'il y a un appel à projet, on espère qu'il y en aura, qui viendront de la région wallonne, est lancé, eh bien, il y aura déjà une base pour pouvoir répondre à cet appel à projet. Et j'espère très sincèrement pour la commune d'Ecosyn et son CPS que l'on pourra rentrer dans ce genre de développement pour le futur. Et en tout cas, peut-être pas souhaiter à tout le monde, vu qu'on ne sera plus tous autour de la table, mais en tout cas, Ricardo, il y a toutes ces équipes, tout le meilleur pour la suite. Et j'espère encore de très nombreuses années au service des habitants de la commune d'Ecosyn. Merci beaucoup pour tout ce travail et votre investissement. Véronique. Voilà, donc je tenais aussi à remercier personnellement Ricardo et Muriel pour le magnifique travail que vous avez fait pendant 6 ans. C'est que ça n'a pas été facile avec la période Covid. Et je voulais aussi remercier les conseillers de l'action sociale, parce que j'ai été moi-même 6 ans conseillère CPS, et je sais que derrière chaque dossier, il y a de l'humain. Et derrière chaque humain, il y a des droits, il y a aussi des devoirs. Et je pense que la meilleure réinsertion qu'on peut faire et qu'on doit faire, c'est par rapport au niveau du travail, parce que je crois que c'est valoriser aussi leur bien-être et le côté humain. Et je sais que, moi je vois tout ce qui est maraîchage, etc. On voit quand même qu'il y a des personnes qui sont sorties, comme on dit, du trou pour pouvoir maintenant avoir un peu de rayon de soleil. Et donc, en tout cas, merci à vous tous pour l'excellent travail. Et quand on dit CPS, souvent, on oublie un petit peu le personnel de la maison de repos, avec qui je collabore énormément avec les seniors, et voir les sourires que l'on voit sur les visages quand on va les chercher pour faire des activités, et la relation qu'ils ont avec les enfants de l'école primaire, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. En tout cas, je voulais vous remercier tous et toutes. Merci Véronique. Voilà, mais je pense qu'on va pouvoir clôturer cette séance du Conseil commun de l'action sociale et de la commune. Vous êtes bien entendu tous les bienvenus pour la séance suivante et pour la séance protocolaire qui suivra celle-ci. Donc voilà.
je vous invite à garder vos places, sauf si vous voulez absolument aller dans le public derrière, voire pour ceux qui souhaitent nous quitter, bien entendu, vous êtes tout à fait libre de le faire. Et je vous propose, sans transition, si vous êtes d'accord, que nous puissions enchaîner. Vous voulez une suspension de 2 minutes? Oui, pas de souci, on va suspendre la séance. On va clôturer celle-ci, on va attendre 2 minutes avant de débuter.
peut redémarrer. Pierre est là. Bien, ben voilà, je vous propose de débuter cette séance du conseil communal et donc de toujours bien vouloir excuser Charles Corbizier, Valène de Préter, Nathalie Decamp, Vincent Dirix et Dominique Feignard qui ne pourront pas nous rejoindre ce soir. Le premier point à l'ordre du jour, il s'agit du procès-verbal de notre conseil du 21 octobre 2024. Pas de problème? Oui, pour nous. Merci beaucoup. Alors nous avons ensuite 3 notifications. Celle sur la redevance communale sur les garderies extrascolaires pour les années 2024 à 2025. Le compte budgétaire et de résultats de bilan pour 2023 et la modification budgétaire numéro 1 pour l'exercice 2024. Sébastien. Oui, donc pour le point 3, compte budgétaire et résultats et bilan exercice 2023, j'ai vu la note du ministre des Pouvoirs locaux qui nous dit ceci: de nombreux projets terminés contiennent des subsides non entièrement perçus. Il y a lieu d'effectuer des démarches nécessaires pour récupérer la somme due ou le cas échéant, inscrire une non-valeur et reprévoir d'autres voies et moyens. Alors comment ça se fait qu'il y a ainsi toute une série de subsides qui sont toujours sur les routes? Parce que pour toute une série de subsides, ils arrivent après coup et donc les projets sont clôturés au 31 décembre. On doit justifier les différentes pièces et le subside arrive par la suite. Et donc c'est une procédure qui est relativement normale. Alors ici, le ministre des Pouvoirs locaux propose une autre forme d'inscription lors du compte de résultat, mais il ne s'agit pas de subsides qui sont perdus, ce sont des subsides qui vont arriver par la suite. Et donc certains les inscrivent de manière anticipative au moment où ils sont escomptés sur la fin du projet, parce qu'on doit les inscrire à ce moment-là dans les exercices comptables. D'autres souhaitent qu'on les inscrive par rectification ultérieure, un petit peu comme on fait à la zone de police pour ceux qui sont membres du conseil de police, où on vote, on revient sur des comptes antérieurs, où on réinscrit les montants qui arrivent 2-3 ans plus tard. Mais c'est une manière qui est moins confortable de travailler pour les services financiers, donc c'est pour ça qu'on a toujours travaillé de la sorte. Ok, merci. Alors le point 5, il s'agit du procès-verbal de vérification de caisse des premiers, deuxième et troisième trimestres. J'imagine qu'il n'y a pas de souci. Alors nous avons au niveau du point 6 des subventions en numéraire pour les associations telles qu'elles ont été mises lors de la modification budgétaire. J'imagine qu'il n'y a pas de... C'est quoi ça, MS Team? Le MS Team, c'est la piscine Monturier. Ah d'accord, ok. Voilà, enfin, c'est le club qui est derrière la piscine Monturier. D'accord, merci. Alors, pour l'AIS, il s'agit de la subvention... Ah, pardon, pour les votes, oui, j'imagine que... On est d'accord. Comme on ne dit pas non, c'est que... que pour l'AIS, pour l'exercice 2024... J'imagine qu'il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Alors, pour l'exercice 2025, le budget du CPS. Donc, on suivra l'avis de nos conseillers CPS qui se sont abstenus en séance. Bien. Donc, le budget est approuvé par 8 voix pour et 8 abstentions. Alors, on a une série d'assemblées générales pour les intercommunales, IDEA, IGA, ORES et Hygrotech. Oui. Pas de souci. Merci beaucoup. Les budgets des fabriques d'église Saint-Géry pour l'exercice 2025 et la modification budgétaire numéro 2 pour l'exercice 2024 pour Saint-Remy, ainsi que la modification budgétaire numéro 1 pour l'exercice 2024 pour l'église protestante. J'imagine qu'il n'y a pas de problème non plus. Oui, pour nous. Merci beaucoup.
Alors, on a une série de conventions d'occupation à titre précaire pour les locaux communaux, pour l'École du Sud, pour l'ASBL, les Amis de l'École du Sud. On a le CPAS pour divers locaux, la gare pour l'ASBL Éco-Secours, l'espace Philomène au premier étage pour le Move Écocine. Voilà, au niveau des occupations. Oui. Donc, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. L'approbation des conditions et du mode de passation pour l'achat d'une camionnette pour le service Espace Vert. Oui, c'est passé. Je voulais savoir par rapport aux véhicules communaux, si vous avez déjà examiné la possibilité de mettre des puces sur les véhicules. Vous avez déjà fait des études ou quoi? Philippe. Pucer, c'est surveiller. Et surveiller, ça doit avoir un but. J'imagine que quand tu poses la question, tu as un objectif. Non, parce que sur les véhicules de la région wallonne, par exemple, c'est le cas. Dans d'autres communes, il y a également des puces qui sont placées. Ça permet également de prévenir le vol. Si le véhicule est éventuellement volé, ça permet de pouvoir le localiser, par exemple. Enfin, je te pose la question. Si tu me poses la question, c'est que tu as quand même une idée, mais je te laisserai faire après les puces que tu veux. J'ai vécu cette expérience à Charleroi. On a été une première commune à le faire. Il y avait un objectif un peu celui de la région wallonne, c'est-à-dire que sur un très grand territoire, ça peut avoir un sens. Quand on a plusieurs lieux de dépôt, quand on a plusieurs zones à couvrir avec des dépôts décentralisés, ça a effectivement un sens. Ici, soyons modestes, on est quand même à Écocine, on n'est pas non plus dans un village où tout est hors de contrôle. Il est avant tout de la responsabilité des brigadiers, des personnels de la hiérarchie de surveiller ce qui est fait via les fiches de mission par rapport aux ouvriers. J'ai du mal à croire que le puçage des véhicules au prix que ça peut représenter, parce qu'il y a tous les frais de maintenance après de cette méthode, puisse avoir une efficacité réelle sur un territoire tel que le nôtre et sur le nombre de véhicules qui sont les nôtres. Tant si tu veux lancer des symboles, ça peut peut-être fonctionner, mais à quel prix? Donc je ne suis pas partisan de le faire pour Écocine en tout cas. D'accord. Donc vous n'avez jamais mené d'études par rapport à ça. Okay. Et sinon, sur l'achat de la camionnette? Oui. Alors, l'approbation des conditions et du mode de passation pour la rénovation du pont à la rue de la Folie. Est-ce qu'on peut savoir quel est le problème? Alors, le problème, il n'est pas neuf. Il a déjà été examiné lors de ce conseil communal à plusieurs reprises, faisant suite aux inondations. Nous avons pu introduire un dossier auprès de la région wallonne qui nous a promis un subside pour la rénovation de ce pont dans le cadre d'une érosion suite aux intempéries que nous avons subies en 2020 de mémoire. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous introduisons le dossier, mais je vais laisser la parole à Philippe Dumortier qui va vous donner plus de détails techniques sur le sujet. Merci Xavier. On s'est inscrit dans un plan dans lequel on a voulu examiner l'ensemble de nos ouvrages d'art, puisque ce sont quand même des ouvrages très sensibles. On a vu ces dernières années dans toute une série d'endroits des catastrophes se produire. Alors évidemment, nos ponts ne sont pas des ponts énormes, mais néanmoins, ce sont des zones toujours à surveiller. Et donc, ce plan pluriannuel d'investissement dans la rénovation de nos ponts se poursuit. Et donc, c'est ici un montant de 100 000 euros. Ça peut représenter un montant qui paraît important, mais c'est important. Et donc, on va pouvoir procéder ainsi à la rénovation des voûtes, la récupération d'une série de briques qui peuvent encore l'être, et puis on aura les renforcements, le rejointoiement et le renforcement des fondations également en béton pour permettre à ce pont de pouvoir continuer à jouer son rôle pendant les années suivantes. Voilà. Subsidié à combien de pourcentage? Nous n'avons pas encore à ce stade, Xavier, sauf si je me trompe, d'un montant de subside en promesse ferme. Mais la sécurité n'a pas une... tout a un prix, hein, nous en sommes bien conscients, mais à ce stade, c'est sur fonds propres. Si nous pouvons obtenir les subsides, nous ne manquerons pas d'y recourir comme on le fait systématiquement quand c'est possible. Mais voilà,
Je pense qu'on a tous en tête le pont d'Avignon, c'est très joli pour y danser, moins pour y circuler. Philippe, et la date prévue, envisagée pour les travaux? C'est la dernière fois que je peux te le demander. Je propose que tu poses cette question au collège la semaine prochaine. Je ne doute pas qu'ils sauront te répondre en direct. Merci. C'est la dernière fois que je pouvais te la poser, Philippe. On l'a noté hein, dans les choses récurrentes. T'inquiète pas. Toute une série de choses comme ça. Alors, vous êtes d'accord pour la rénovation du pont? Oui, oui. Oui, enfin, de celui-là. Hein. Oui, enfin. Alors, l'approbation des conditions et du mode de passation pour la transformation et l'extension de la crèche Bel Air. Véronique. Oui, donc voilà, donc le dossier est ficelé, donc on est vraiment dans de bonnes bases pour pouvoir augmenter de 7 places temps plein l'extension de la crèche, et donc de passer de 49 temps plein à 56 temps plein. Donc il y aura 4 sections, comme j'ai déjà pu m'exprimer là-dessus, 4 sections de 14 enfants. Et donc ça permettra aussi de pouvoir offrir un peu plus d'offres d'accueil pour les enfants de ce Récocine. Et alors je voulais aussi remercier, tout ça se fait toujours en collaboration avec le service travaux, le service urbanisme, avec la coordinatrice de l'ONE. Et donc l'ouverture de cette section-là devra être opérationnelle en août 2026. Donc on a donné la date d'avril 2026 pour la clôture des travaux, pour voir un petit laps de temps, pour voir s'il n'y a pas quelques petits soucis, mais en tout cas c'est opérationnel pour août 2026. J'espère vraiment que vous resterez bien dans les clous pour toute la deadline, pour pouvoir offrir à Ecocine cette extension qui me tient particulièrement à cœur. On a une date de fin de chantier, hein, Sébastien, donc il ne faut pas nous demander quand on va commencer, mais en tout cas, il faudra avoir terminé pour la fin du mois d'août 2026. Je sais, on fait des effets d'annonce par rapport aux dates, etc. Oui. Par rapport à certains projets. En fait, les premiers travaux vont être faits l'année prochaine, en août 2025, pendant la fermeture de la crèche, parce qu'il y a toute une section qui doit être mise en place. Et puis, on fera le terrassement dans cette période-là pour déranger le moins possible les enfants par les bruits des engins de chantier. Et alors, après, quand cette partie-là est faite, directement, ils pourront entamer la construction du bâtiment à l'arrière. Philippe ? Et sur ce coup-ci, il y a un subside de 291 000 euros. 291 700 euros. Bernard. Oui, simplement une petite réflexion, on a proposé au projet, mais simplement donc, tu nous as parlé de 7 places, et le montant c'est quoi, 1 million d'euros de travaux? 930 000. Donc allez, je me permets quand même de faire la réflexion, 1 million d'euros pour 7 places, c'est quand même beaucoup. Oui, bien sûr, ce sont des places occupables à un moment T. Donc, quand on fait les calculs pour une crèche, les enfants ne vont jamais temps plein à la crèche. Et donc, c'est plus d'enfants. Enfin, c'est pas juste pour 7 enfants. C'est une section complète. On tourne de l'ordre de 11 ou 12 enfants, hein, Véronique, pour cette place. Donc, mais malgré tout, ça paraît quand même important, quoi. Philippe ? En fait, la crèche Bel Air est la seule crèche de la région qui est saine. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas un déficit de 400 000 ou 600 000 euros comme on peut avoir dans la région. Pourquoi ? Parce qu'on a un prix à la journée qui atteint quelquefois 20 euros. Et donc, automatiquement, plus on a d'enfants qui côtoient la crèche, on a un taux d'occupation de 95% à la crèche. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est hyper bien géré par le staff administratif. Et donc, en fait, oui, c'est de l'argent, mais c'est de l'argent pour une collectivité, c'est pour le bien-être aux parents. Pour les parents qui travaillent, ils ont absolument besoin des places d'accueil. Et donc, oui, moi, je préfère mettre 1 million pour pouvoir offrir aux parents, pour pouvoir mettre leurs enfants dans un milieu d'accueil, que de prendre 1 million, le taper dans un projet qu'on ne saura jamais rien faire avec et qui va peut-être coûter par rapport aux habitants quelques euros. Et donc, automatiquement, je pense qu'ici, autour de la table, je pense qu'il y en a qui sont concernés dans le futur par des places d'accueil. Et je pense qu'1 million d'euros pour offrir une qualité de service au niveau des parents qui travaillent, je trouve que c'est très important.
précisons quand même, Sébastien, tu as l'air de sous-entendre qu'on envoie l'argent par les fenêtres, mais nous rentrons dans le cadre de projets plans cigogne qui sont validés évidemment et imposés dans les normes par les autorités de tutelle, les ministres en tête, tu les connais, et donc on n'est pas en train de faire n'importe quoi. Ces normes, on peut peut-être les remettre en cause, mais c'est pas à notre niveau que ça se fait, et donc je pense pas qu'il faut y dire qu'une crèche coûte plus cher à Écosine qu'ailleurs. Voilà, c'est ça que je voulais te préciser quand même. Il y a d'autres questions sur la crèche. Est-ce que je peux avoir votre vote? Oui. À l'unanimité, merci beaucoup. Alors, le règlement de prêt interbibliothèque par la province de Hainaut. Pas de problème. Peut-être une explication de l'échevin de bibliothèque. Il est malheureusement absent ce soir, je l'ai excusé tout à l'heure, et donc c'est un nouveau règlement qui est mis en place par la province de Hainaut pour cadrer ce prêt qui s'opère entre les différentes bibliothèques qui adhèrent à ce réseau, ce qui permet aux lecteurs de la bibliothèque d'Écosine, par exemple, de pouvoir bénéficier d'un livre que nous n'aurions pas dans nos rayons, mais qui se trouve peut-être à la Louvière ou à Mons, et alors il est importé par la bibliothèque de manière régulière. Généralement, ça prend 2-3 jours, et le lecteur peut bénéficier de toute une série d'ouvrages qui ne sont pas forcément chez nous, ce qui permet de mutualiser les coûts entre les bibliothèques de la province de Hainaut pour offrir la plus grande richesse et diversité pour les lecteurs. Pas d'autres questions? Merci beaucoup. Alors, nous avons toute une série de rapports de rémunération d'activité pour Hauts-de-Seine Logement en 2023, pour Antenne Centre Télévision en 2023 et le budget 2024, pour ORES en 2023 et pour l'AIS également en 2023. Il y a des questions? Okay. Pas de problème par rapport à cela. Merci beaucoup, et nous allons donc pouvoir procéder à la séance protocolaire de fin de mandature afin de remercier les conseillers communaux notamment qui vont malheureusement quitter cette assemblée, parfois pour rejoindre d'autres assemblées ou bien pour vaquer à d'autres occupations. Et je vais juste vous demander 2 petites minutes, le temps d'aller jusqu'au pupitre pour rendre les hommages et remettre les petits cadeaux que nous avons prévus à leur attention. Voilà, et juste avant de procéder à ces remerciements pour les conseillers communaux qui vont nous quitter après cette séance, j'aimerais vous adresser quelques mots. Tout d'abord, il est un temps pour tout, et pour moi, c'est celui de conclure un chapitre de 12 ans en qualité de bourgmestre de la commune d'Écosine. Je ne vais pas ici et maintenant revenir sur l'ensemble des projets qui ont été réalisés par 2 collèges communaux successifs. Je soulignerai simplement que l'intérêt général des Écosinois a été notre fil conducteur durant ces années, avec pour but de développer des projets, des services utiles et que nous estimions nécessaires pour la population. Les membres du collège communal se sont tous impliqués dans leur travail, dans la vie écosinoise, et ce, avec force, altruisme, volonté et, pour certains, utopie. C'est grâce d'ailleurs à cette utopie, notamment, que des lignes ont pu bouger, que des réalisations concrètes ont pu voir le jour, mais, je vous l'ai dit, je ne vais pas faire ici un récapitulatif des créations des 12 dernières années. Je citerai en préambule à mon propos le philosophe italien Antonio Gramsci, qui a dit que le vieux monde se meurt, le nouveau monde
tardent à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent des monstres. Nous vivons dans une époque de transition. Les institutions et les structures sociales sont en déclin et les nouvelles idées n'ont pas encore pleinement émergé. Les populations se cherchent, sont perdues dans un tourbillon de courants opposés et se perdent dans une spirale qui nous conduit immanquablement dans l'incertitude et la confusion. Dans cet état transitoire où les repères traditionnels sont en train de disparaître, mais où les nouveaux n'ont pas encore pris forme, surgissent les peurs et les incertitudes où les anxiétés humaines se manifestent plus intensément, engendrant des comportements irrationnels et souvent destructeurs. Les opportunistes qui cherchent à exploiter la situation à leur avantage, souvent de manière cynique et malveillante, les conflits sociaux et les politiques avec des tensions exacerbées menant à des confrontations, des révoltes et, dans les cas les plus extrêmes, des guerres surgissent. Une période de transition est complexe et comporte de nombreux défis que nous devons relever afin de mener à bien le passage d'un monde à l'autre avec les turbulences qu'il comporte. Nous devons rester vigilants, résilients et créatifs pour naviguer dans ces temps d'incertitude et contribuer à la construction d'un avenir meilleur. À défaut, nous courrons droit à la catastrophe et serons condamnés à revivre un passé que nous avons trop longtemps oublié, et ce, malgré les très nombreuses tentatives de nous assigner, à nous-mêmes ou aux autres, un devoir de mémoire. Ce dernier rappelle sans cesse les événements malheureux qui ont conduit notamment à la Seconde Guerre mondiale, mais néglige de rappeler la période qui a mené à celle-ci. Même si notre société est déjà avancée de manière importante dans une logique individualiste, il n'est jamais trop tard pour mettre en place des mesures permettant de ne pas aller dans le mur. Il est donc indispensable pour nous de remettre la culture et l'éducation au centre de notre action politique. La culture et l'éducation permettent la construction d'une conscience critique et émancipatrice de la société et donc un moyen de lutte contre la fatalité. Pour accomplir une mission politique, il faut s'instruire, s'agiter, s'organiser et ainsi ouvrir le champ de l'espace culturel et intellectuel. Nous vivons dans une période où la classe dirigeante ne parvient plus à maintenir le consensus, les intellectuels sont désavoués, et ce pour diverses raisons, notamment la crise économique. Ces phénomènes ont précédé les heures les plus sombres de notre histoire contemporaine. À nous de regagner la confiance et de mettre en place des politiques qui apportent des solutions, et non celles qui donnent vainement un espoir par de fausses promesses ou des promesses intenables lorsque l'on occupe une position d'autorité. C'est dans les moments de clivage importants que les avancées les plus significatives ou les pires horreurs surviennent. Faisons en sorte que la lumière l'emporte sur les ténèbres. Après ces considérations tout à fait personnelles, je tiens à remercier les membres du collège communal qui m'ont accompagné ces 12 dernières années. Areti Boskoupsios, Célicile Saint-Guilain, Véronique Sgalari, Muriel Van Petersen, Philippe Dumortier, Jean Dutrieux, Dominique Feignard, Arnaud Guérard, Fabien Palmans, Thierry Sévers, Julien Sleuil et Antoine Van Liefering. Les 2 directeurs financiers et les 2 directeurs généraux avec qui j'ai travaillé, Jennifer Lacroix, Éric Ménil, David Voland et Ronald Wiesbeck. Les 2 directeurs généraux du CPS, Marianne Levesque et Ricardo Kerenti. Les membres du secrétariat du bourgmestre, Magali, Laurence, Laurie et Nadia. L'ensemble des membres du personnel communal et du personnel du CPS, le chef de corps de la zone de police de la Haute-Seine, Bernard Bastien, et les membres de la zone de la police, en particulier de la locale écossinoise, les membres de la zone de secours Réno-Centre, et en particulier ceux de la caserne de Braine-le-Comte, les directions d'école, Mireille Beguin, Julie Carton, Nathalie Petermans, Nathalie Place, Fabienne Renard, Sarah Van de Vandel, Patrice Antoine, Raphaël Galland et Marco Tiraboschi. C'est là qu'on se rend compte qu'en 12 ans, on a côtoyé beaucoup de personnes. Les membres du personnel de la crèche Bel Air, de la maison de la jeunesse épidémique, d'Ecosport, les maires et responsables du jumelage des villes de Sacuini, Pietrasanta, Lalin, l'État-Vertèche et Grensac-Fillen. Après ces nombreux remerciements, il me reste à mettre à l'honneur les membres de ce conseil
qui, pour une raison ou une autre, ne siégeront plus au sein de cette Assemblée à partir du 2 décembre. Un petit cadeau a été préparé à leur attention par le service communication de la commune. Pour les conseillères sortantes, il s'agit d'une lanterne en bambou afin d'illuminer leur vie, et pour les conseillers, de quoi pimenter la leur. Alors toutes et tous ne sont pas présents ce soir, mais j'ai néanmoins préparé un petit mot à leur attention. Nul doute que cela leur sera communiqué. Nathalie Decamp. Nathalie, figure souriante et dynamique, connue pour son énergie débordante, ancienne membre de la friterie de l'Alain, femme au grand cœur qui a toujours su illuminer les journées des clients et de ses collègues. Elle porte un amour profond pour le Maroc, pays qui l'a séduite par sa culture, ses paysages et son authenticité. Cet amour a pris une autre dimension lorsqu'elle a acheté une maison dans ce merveilleux pays, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a décidé de partager cette richesse en organisant des voyages, notamment entre copines, pour faire découvrir les trésors marocains. Toujours en quête de rendre le bonheur accessible, elle a ouvert une boutique unique pour permettre à celles qui peinaient de trouver leur bonheur vestimentaire de faire venir celui-ci à elle. Je vous propose de l'applaudir quand même. Valène de Préter. Valène, c'est la plus jeune membre de ce conseil communal. Pleine d'énergie et d'engagement, elle a su se démarquer parmi nous par sa fraîcheur et son envie de poser des questions. Mais Valène, c'est aussi une maman épanouie. Elle est l'heureuse maman de 2 adorables enfants, dont un petit Roméo que certains de ses colistiers auraient voulu voir prénommé Romélou. On peut l'applaudir. Alexandra Sauvage. Alexandra, c'est une femme discrète, mais incroyablement efficace. Elle fait partie de ces personnes qui n'ont pas besoin de grandes affiches pour marquer les esprits. En 3 élections, jamais elle n'a fait de campagne individuelle, et pourtant, elle a été élue 3 fois. Fidèle à ses valeurs humaines et sociales, Alexandra a choisi de concentrer son énergie et son engagement au sein du CPS. Mais son dévouement ne s'arrête pas là. Elle donne aussi beaucoup de son temps à l'association Saint-Vincent de Paul. À travers cet engagement, c'est avec générosité qu'elle vient en aide aux plus démunis pour leur redonner espoir et les accompagner. Julie van der Velden. Julie, c'est une personne avec qui la vie a toujours une saveur particulière, surtout si elle est aromatisée au gin tonic. Grande amatrice de ce cocktail, elle sait allier légèreté et convivialité, même dans les situations les plus sérieuses. Il faut dire qu'elle a parfois besoin d'un petit remontant, notamment, me dit-on, lors des réponses parfois longuettes, voire interminables, de l'échevin de la culture. Il me revient que la gourde communale qui a été distribuée aux membres de ce conseil est parfois préparée par Pierre Rompato avec sa boisson favorite. Alors, elle n'est plus conseillère communale, mais quand même, elle siège parmi nous depuis 6 ans.
Muriel Van Petersen. Muriel, c'est un mélange unique de joie de vivre et de sérieux. Détentrice du titre de Miss Cougnol. Pour ceux qui ne connaissent pas, Google est votre ami. Elle a aussi été demoiselle d'honneur de notre goûter matrimonial. Sa devise, du moins parmi celles que l'on peut partager sans rougir, c'est « le vendredi, tout est permis ». Et elle l'applique à merveille. Grande amatrice de sorties et de bons moments entre amis, la réouverture du relais la comble de joie. Mais au-delà de cette façade conviviale, Muriel, c'est aussi une personne très professionnelle et rigoureuse sur qui on peut compter. Elle incarne parfaitement l'équilibre entre plaisir et engagement. C'est une femme pétillante, sérieuse, qui ne se prend jamais au sérieux, et c'est une alliée précieuse pour celles et ceux qui croisent son chemin. Charles Corbizier. Après une longue carrière en tant que médecin généraliste, Charles s'apprête à tourner une page importante de sa vie. Dès la mi-décembre, il pourra profiter d'une retraite bien méritée, laissant derrière lui des années au service des autres. Charles compte bien, me dit-on, profiter du temps devenu disponible pour profiter de son restaurant préféré, juste ici un peu plus haut, le Pilori. Mais bientôt, il prendra aussi la direction de la Bourgogne, région qu'il affectionne particulièrement, et je dois avouer bien le comprendre. Gevrey-Chambertin, Pommard, Meursault ou encore Nuits-Saint-Georges, que de noms qui font saliver. Vincent Dirix. Vincent, c'est un amoureux des mots, doté d'une plume aussi élégante que percutante. Ses textes, empreints d'humour décalé et souvent presque poétiques, ne laissent jamais indifférent. À travers eux, il a su insuffler une âme particulière à ses campagnes, touchant le cœur de ceux qui le lisent. Mais Vincent, c'est bien plus qu'un talent littéraire. C'est un homme d'action, un passionné de culture et un bâtisseur de projets. Dès le début des Tailleurs, il a mis toute son énergie pour ancrer la culture dans la vie de son village. Amoureux des grandes villes, Madrid, Lisbonne, Rome notamment, il a pourtant choisi de revenir à ses racines pour transformer son village en un lieu culturellement vibrant. Son engagement, quant à lui, remonte à l'adolescence. Ses sœurs se souviennent encore de son blouson orné d'un fusil cassé, symbole fort mais interdit par le préfet de l'Athénée à l'époque. Déjà, il appelait aussi à boycotter les pommes d'Afrique du Sud pour dénoncer l'apartheid. Et en 2018, il est de ceux qui ont proposé la création d'un échevinat de la lutte contre la discrimination, un acte marquant de son combat pour une société plus juste et plus inclusive. Philippe Dumortier. Aïe. Philippe, c'est celui qui occupe depuis 12 ans ce poste si compliqué et si ingrat dans un collège communal, celui des chefins des travaux. En dehors de ses responsabilités, c'est un fervent supporter des Mauves, mais aussi du RFC Écosine lorsque son fils est sur le terrain. On me dit que la buvette lui sert parfois de bureau, ce qui l'empêche de voir les réalisations de son gamin, alors que d'aucuns lui parlent des problèmes de voirie ou de mobilité. Non, c'est pas pour autre chose. Philippe, c'est aussi un amoureux du folklore, au point que Gilles à Écosine, il en est venu à rejoindre, d'un point de vue professionnel, la capitale du carnaval. Enfin, je ne me prononcerai pas trop sur ce point parce que la lutte est rude entre plusieurs villes wallonnes. Et Philippe, c'est aussi un homme qui vit selon son propre rythme. Certains diront même qu'il a créé son propre fuseau horaire. Peu importe les tentatives, personne n'a jamais réussi à le placer sur une map monde, mais c'est justement ce qui le rend si unique.
Xavier Godefroy. Xavier, c'est l'incarnation de l'attachement profond à ses racines. Lorsque la question s'est posée de choisir où poser ses valises après une mission humanitaire à l'étranger, les possibilités semblaient infinies. Quelque part au Royaume-Uni, enfin sans doute dans les Cornouailles, ou à Écossyne. Et sans hésiter, c'est vers son village qu'il a tourné son cœur. Cet amour pour Écossyne, Xavier le vit au quotidien, avec énergie et enthousiasme débordant. Une anecdote illustre parfaitement ce mélange d'aventure et de simplicité. Un jour, il est rentré chez lui couvert de boue, après s'être aventuré sur un nouveau chemin, visiblement mal entretenu. La petite escapade s'est terminée par l'intervention héroïque de 3 ouvriers communaux pour le sortir de là. Et plus que tout, ce qui définit Xavier, c'est son incroyable capacité à travailler avec tout le monde pour donner vie à de beaux projets. Loyal, fier et profondément investi, il agit non seulement pour préserver le charme d'Écossyne, mais aussi pour le transmettre à la génération suivante et en particulier à ses 2 enfants, Ayla et Félix. Et pour terminer, Jean-Philippe Jaminon. Jean-Philippe, c'est le plus sportif de la bande. Toujours prêt à relever les défis les plus impressionnants. Entre le mythique GR20 à pied et le colossal Brest-Paris-Brest en vélo, il est l'exemple parfait de la détermination et de l'endurance. Mais son énergie ne s'arrête pas au sport. Enseignant en éducation physique, il transmet sa passion à ses élèves avec sourire et bonne humeur qui le caractérisent tant. Toujours à la recherche de solutions, notamment pour la mobilité, Jean-Philippe est un véritable moteur d'enthousiasme et d'idées. Son engagement va bien au-delà de sa classe et va sur les terrains de sport écossinois, notamment lors de son implication dans la gestion du hall polyvalent avec Michel Montfort, et ce, avant de prendre les rênes de la Maison de la Jeunesse épidémique. Entre dynamisme et générosité, Jean-Philippe nous a fait gravir des montagnes et parcourir des centaines de kilomètres à vélo pour bâtir des projets positifs. Voilà ce qui clôt cette séance quelque peu protocolaire. Et donc également Romain. Ben donc c'est un peu à votre tour, monsieur le bourgmestre, et un cadeau peut venir parfois de l'opposition. Vous passez d'une écharpe à l'autre. On vous offre une écharpe qui est normalement signe de très bons résultats, on l'espère pour certains d'entre nous. Donc, cher camarade Xavier, aujourd'hui, vous serez déguisé en mauve. J'allais dire, j'espère qu'elle sera de la même couleur que ma chemise, mais c'est visiblement le cas. On sait que Xavier, ta couleur préférée, c'est le rouge, hein, mais il y a quand même une dualité, donc voilà. On sait que tu vas perdre ton écharpe la semaine prochaine avec les Jeux de la démocratie. Mais bon, voilà, pour la remplacer, on va venir t'apporter ça pour te remercier aussi pour ces 12 dernières années. Merci. Merci beaucoup. Voilà donc ce qui clôturera de manière inhabituelle et avec des couleurs que l'on ne retrouve pas souvent dans cette assemblée, ce conseil communal. Et donc je vous donnerai rendez-vous pour la séance d'installation du nouveau conseil le 2 décembre. Dans quelques instants, nous allons tenir la séance à huis clos et après, nous aurons l'occasion de prendre le verre de l'amitié. Donc, je vais demander au public qui est présent de bien vouloir quitter quelques minutes seulement la salle pour nous permettre de tenir cette séance. Et ensuite, je vous inviterai à nous rejoindre pour prendre ce verre de clôture de la mandature. Merci à tous et bonne soirée.